Je suis ravi de vous retrouver pour ce premier podcast en solo et dans lequel je vais tenter d'expliquer ma position concernant l'affaire David Grush et la supposée divulgation actuelle. Alors, ce podcast va être divisé en plusieurs parties. La première partie concernera mes expériences dans le domaine de l'étrange, mais alors là, ça va être vraiment très résumé, parce que je n'aurai pas le temps de développer, comme ce n'est pas le sujet de ce podcast. Ensuite, on ira dans le CV, si je puis dire ça comme ça, carrément à l'intérieur du CV de David Grush pour le décortiquer. Et ce qui risque d'ailleurs d'être un peu trop technique pour certains, donc si c'est le cas, vous pouvez avancer le podcast pour aller directement en troisième partie, où là je vais expliquer pourquoi je ne crois pas un seul mot de ce que raconte David Grush avec des éléments factuels, mon opinion basée sur des faits. Voilà, donc là c'est la partie, on va dire, croustillante. Il y a des petites choses bien croustillantes à savoir. Et enfin, il y aura donc la conclusion de ce podcast. Mais alors, sans tarder, allons-y, entrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, avant de commencer, il me semble important de parler un peu de moi pour que vous puissiez un peu mieux me cerner, car beaucoup se sont imaginés que j'étais devenu un sceptique, pour ceux qui me connaissent, ou pire encore un débunker. Il est vrai que je suis très souvent à contre-courant dans le domaine de l'ufologie, ce qui peut plaire comme agacer certains d'entre vous, et ça je peux le comprendre, j'y reviendrai un peu plus loin. Donc, pour la faire courte, depuis tout petit, vers mes 3 ans, j'ai commencé à vivre mes premiers phénomènes étranges suite à de graves problèmes de santé. Cela va des apparitions, des ombres sur le mur, des visions de la Vierge entre guillemets dans un champ Bavière, là où j'ai vécu 4 ans de mes premières années, à des phénomènes de doppelganger qui signifient le double fantomatique d'une personne vivante. Bref, pour moi, dès l'enfance, ces phénomènes paranormaux ont été quelque chose de naturel, ou du moins, disons-le plus clairement, habituel. Puis est venue ma passion pour l'ufologie vers mes 12-13 ans, quand mon père m'aura acheté chez notre buraliste favori de quartier à Metz mes premières revues sur le phénomène OVNI, des VSD hors série, spécial OVNI, et le fameux, ou les fameux, Facteur X, qui traitait de tout ce qui pouvait être inexpliqué. Puis à mes 18 ans, viendra une période de longue pause, même si je suivais ça de loin de temps en temps, jusqu'à mes 27 ans, où là mon meilleur ami m'enverra une vidéo d'une conférence de Jean-Pierre Petit, que je ne connaissais pas encore à l'époque, conférence à Cavaillon de mémoire, et qui affirmait que les extraterrestres étaient parmi nous. Après ça, je pense que vous connaissez la suite, car nous avons tous eu le même mode de fonctionnement, à savoir ne s'intéresser plus qu'à ça, telle une véritable obsession dans l'espoir de trouver des réponses à nos questions. Jusqu'au jour où je suis passé à l'action avec UFO Conscience en 2012, avec des débuts assez brouillons, voire conspirationnistes, dus à ma forte croyance des extraterrestres. Comme tout le monde, je suis passé par les Bob Lazar, aux vidéos de Kerry Cassidy et son projet Camelot, ou Camelot, pardon, et qui sera même devenu une de mes invitées par la suite. Et oui, Kerry Cassidy, que je recevrai plus tard dans l'émission en passant par mes relations avec Marc Gray, Paul Ponceau ou encore David Tuillier, qui étaient, ces personnes-là étaient les champions de la conspiration en utilisant la plus vieille technique qui existe au monde, semer le doute. J'ai donc moi-même participé à cela uniquement à cause de mes croyances, mais aussi, c'est vrai, pour donner la parole à tout le monde, car je n'avais pas conscience du mal que cela pouvait produire à l'époque. Chose que je ne regrette pas en plus. Car c'est ce que j'ai été avant, par manque d'expérience, mais qui a fait celui que je suis maintenant. Comme on le dit si bien, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et puis, il faut dire aussi qu'avec le temps, on comprend mieux les choses, je dirais même que ces autres vies m'ont aidé à y voir plus clair. Voilà pourquoi je peux très vite m'énerver quand je vois des personnes que je connais tomber aussi facilement dans le complot. Et ça, croyez-moi, il y en a de plus en plus au point que ça en devient extrêmement inquiétant, tellement
La contamination est devenue mondiale via les réseaux sociaux ou autres lanceurs d'alerte, car oui, sans me vanter, je connais par cœur ce mécanisme depuis 2012, date de création du Faux Conscience. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de ce podcast, c'est vrai. Ah oui, la chose importante que vous devez également savoir sur moi est que j'ai surtout été témoin de multiples ovnis depuis 2010 environ. Et que donc oui, rassurez-vous, je suis très bien conscient pour avoir vu ce que j'ai vu, que des intelligences non humaines, entre guillemets, sont parmi nous. Comme ça c'est dit, je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Mais voilà qu'en 2023, après toute la mousse qui a été faite autour des 3 fameuses vidéos de l'armée américaine depuis 2007, on nous sort du bois un certain David Grush avec un CV en béton armé. Et je pèse mes mots. Tiens justement, commençons avec son CV au-delà de son physique de mec qui attire la sympathie, mais qui pour moi n'est pas très clair. Sur son CV, on peut y lire dès le début la chose suivante, ce qu'il faut très bien souligner pour que vous puissiez comprendre la suite. En tant que conseiller principal en matière de renseignement et d'engagement stratégique, je fournirai un soutien au niveau d'expert en la matière en mettant à profit ma longue expérience en tant qu'officier de renseignement de l'armée de l'air américaine, conseiller technique en sciences et ingénierie, SETA, S-E-T-A entre parenthèses, sous contrat avec le DoD, donc le DoD signifie le département de la défense au Pentagone. Retenez bien ce terme DoD. Et officier principal en renseignement géospatial de la NGA. Alors, la NGA c'est quoi ? La NGA, c'est une agence du département de la défense des États-Unis qui a pour fonction de collecter, analyser et diffuser le renseignement géospatial en utilisant l'imagerie satellite. En gros, il n'y a pas plus stratégique en temps de guerre et il se trouve qu'en ce moment, ce n'est pas la paix entre les États-Unis et la Chine-Russie. Compétences clés de l'officier Grush. Sensibilisation au domaine spatial, gestion de la sécurité et évaluation du programme cybernétique. Chef de file de la NGA pour les questions relatives aux phénomènes anormaux non identifiés UAP et aux anomalies transmédianes. Compétences clés de l'officier Grush. Sensibilisation au domaine spatial, gestion de la sécurité et évaluation du programme cybernétique. Chef de file de la NGA pour les questions relatives aux phénomènes anormaux non identifiés, donc UAP, et aux anomalies transmédianes. Exécution d'un nouveau programme d'enregistrement répondant à une mission directe des comités de renseignement du Congrès. Petite remarque personnelle en passant. Comment se fait-il qu'un chef de file de la NGA n'ait pas accès aux données sensibles afin de les divulguer ? Dans ce cas, comment fait-il son travail s'il ne peut même pas analyser correctement les données ? Je fais évidemment référence à ses déclarations quand il dit qu'il n'a pas eu directement accès aux preuves de récupération de matériaux non humains. Conseiller principal pour les solutions de R&D en matière de contrôle spatial. A conseillé directement le personnel du directeur de la DARPA et les chefs d'état-major sur un large éventail de capacités du gouvernement américain, y compris la gestion du portefeuille SAP du DoD et les questions de contre-espionnage. A géré une équipe d'ingénieurs SETA de 25 personnes pour le compte du gouvernement en matière de modélisation et de simulation. Alors, explication de la DARPA. La DARPA est une agence du département de la défense des États-Unis chargée de la recherche et développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire. Jusqu'à aujourd'hui, la DARPA a été à l'origine de développement de nombreuses technologies qui ont eu des conséquences considérables dans le monde entier, dont les réseaux informatiques, notamment l'ARPANET, qui a fini par devenir Internet, et le NLS, sigle qui représente en anglais l'expression Online System, en français littéralement système en ligne, qui a été à la fois le premier système hypertexte et un précurseur important des interfaces graphiques devenues omniprésentes de nos jours. Actuellement, l'énoncé de la mission de la DARPA
et de faire des investissements cruciaux dans les technologies révolutionnaires pour la sécurité nationale des États-Unis. Retenez bien le terme de sécurité nationale car ça va être très important pour la suite. Et là, je rajoute une petite note personnelle. Rappelez-vous, on avait parlé de ce fameux ballon en forme de boomerang. C'est-à-dire un engin similaire à celui de Phoenix en 1997 et qui aurait été créé par JP Aerospace. Or, cette dernière est en lien très étroit avec la DARPA. R&D signifie la recherche et le développement expérimental qui englobe les activités créatives et systématique en vue d'accroître la somme des connaissances et de concevoir de nouvelles applications à partir des connaissances disponibles. Et maintenant la signification de CETA. Les sous-traitants de l'ingénierie des systèmes et de l'assistance technique CETA sont des sous-traitants gouvernementaux qui sont engagés pour aider les composants et les programmes d'acquisition du département de la défense des États-Unis, DoD. Dans certains domaines du DoD, l'acronyme CETA fait référence aux sous-traitants ingénierie des systèmes et évaluation technique. Fait également référence aux ingénieries des systèmes et conseillers techniques. Bon, jusqu'à là on est tous bien d'accord, c'est loin d'être un rigolo vu l'extrême importance de son rôle au sein de la défense US, mais encore une fois, comment un mec avec un CV pareil ne peut avoir accès direct aux preuves pour les montrer? Ah ah, on y reviendra plus tard. Conseiller expert SAP IC CAP du ministère de la Défense pour l'initiative Interservices de lutte contre la criminalité transnationale organisée. A rendu compte à tous les chefs des services de renseignement du DoD et aux hauts responsables et a géré 2 portefeuilles SAP du DoD avec le soutien de l'OSD SAPCO. Traduction, parce que là c'est très technique tout ça. Le SAP sont des programmes d'accès spéciaux du gouvernement fédéral américain qui sont des protocoles de sécurité fournissant des informations hautement classifiées avec des garanties et des restrictions d'accès qui dépassent celles des informations classifiées ordinaires. Les SAP peuvent aller de projets noirs, donc les fameux Black Project ou Black Program, à des opérations de routine, mais particulièrement sensibles. En plus des contrôles collatéraux, un SAP peut imposer des exigences d'enquête ou d'arbitrage plus strictes, des accords de non-divulgation spécialisés, une terminologie ou des marquages spéciaux, l'exclusion des enquêtes contractuelles standards, etc., etc. Petite note importante de ma part concernant les Black Projects. Les programmes qui nous intéressent, en particulier ceux de la recherche OVNI, connus également sous le terme de Black Program, dans lesquels certains cas sensibles comme Roswell ou Phoenix sont classés et protégés par les justifications de sécurité nationale selon la Constitution des États-Unis et reconnus dans les plus hautes cours de justice. Autrement dit, quand il s'agit de sécurité nationale aux USA, vous ne pourrez jamais prouver que l'on a eu tort de vous tenir à l'écart de ces informations sensibles durant une supposée divulgation. Dans ce pays, les justifications l'emportent sur le premier amendement à la Constitution américaine qui garantit la liberté d'information. Plus clairement, s'il s'agit de sujets attenant à la sécurité nationale, des droits à l'information n'ont aucune valeur. Oui, vous avez bien compris, je le répète encore une fois, aucune valeur. Voilà pourquoi, en plus de cette information, je pense que nous sommes face à une opération de désinformation de très grande ampleur, mais encore une fois, j'y reviendrai plus tard, sinon je vais me perdre. Allez, allons encore plus loin. Grush est donc conseiller SAP IC CAP. Mais qu'est-ce que ce charabia, me direz-vous ? Eh bien, c'est une directive communautaire sur le renseignement qui contrôle les programmes d'accès. Accrochez-vous. Au sein de l'IC, le niveau le plus élevé d'un CAP structure est appelé un système de contrôle. En dehors de la communauté du renseignement, le terme équivalent pour les programmes tout aussi sensibles
et le Pentagone d'accès spécial. Bon, en gros, c'est ce qui se fait de plus haut en matière de classification. Il n'y a pas plus haut. Hein. Voilà, c'est tout en haut du panier. On continue avec son CV digne des plus grands agents secrets de la crème des renseignements US. Officier de contrôle du programme de renseignement. A informé la direction de l'OSD sur des questions sensibles de renseignement étrangers et a dirigé les efforts de protection du programme SAP du DoD. Je répète, la protection du SAP que j'ai cité plus haut, avec 15 bureaux de programme. Rien que ça. Vous commencez à comprendre ou toujours pas? Bon bah on continue alors. Officier supérieur du renseignement du NRO, donc National Reconnaissance Office. Réserve de l'USAF, s'il vous plaît. À la tête d'une équipe de directeurs composée de 30 militaires. Petite note personnelle USAF pour US Air Force, mes chers amis. Et pour ceux qui connaissent bien l'ufologie depuis des lustres. Nous savons tous que c'est bien l'US Air Force qui a toujours eu entre ses mains la clé du secret OVNI. Mais à part ça, on pense encore que c'est un vulgaire lanceur d'alerte. Mais quelle bonne blague, de très mauvais goût tout de même. Responsable de la sécurité du portefeuille du programme SAP du DoD et planificateur de l'IJSTO, alors là ça devient de plus en plus technique, c'est l'abréviation des opérations techniques spéciales interarmées intégrées par les activités de contrôle de l'espace. On peut également lui rajouter une licence en sciences physiques, mineure en allemand, Université de Pittsburgh, des cours sur les méthodes analytiques du contre-espionnage par la DIA, une maîtrise en art avec mention études de renseignement, etc., etc. La liste est longue et la tenez-vous bien car ça concerne 2023. De mai 2023 à aujourd'hui, directeur des opérations COO, The Sol Foundation, alors la fondation Sol, qui va être très importante pour la suite, c'est quoi? C'est la gestion des opérations quotidiennes dans un organisme à but non lucratif reconnu par le gouvernement fédéral. Il s'agit du premier centre de recherche en sciences naturelles et sociales, en ingénierie et sciences humaines, mais il étend également ses activités au conseil et à la politique pour le gouvernement des États-Unis et la sensibilisation du public. Ah ah, on y voit beaucoup plus clair, on continue. Novembre 2021, avril 2023, Senior Officer National Geospatial Intelligence Agency, la NGA, Colorado Springs, c'est précisé, et il a l'équivalent d'un colonel. SME principal pour l'équipe de soutien national de l'USS Spacecom pour l'intégration des programmes interagences, conseiller technique principal pour les questions relatives de l'UAP Transmedium, etc., etc. Bon, je vous le dis franchement, on va s'arrêter là, parce qu'avec une dernière chose importante que j'ai pu relever sur son CV, car ça continue encore et c'est bien trop technique. Mais bon, je crois que tout le monde a compris à qui nous avions affaire, tellement son parcours est brillant. Là-dessus, y compris les ultra-sceptiques, les zététiques n'ont aucun doute. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Hein. Donc pour terminer la partie CV, a exercé les fonctions de commandant en tant que remplaçant d'une unité d'active. La mission du 318e groupe est d'être un groupe de guerre de l'information, de former et d'intégrer des tactiques, des technologies et des outils avancés afin d'armer les combattants américains avec une puissance de combat décisive dans la guerre de l'information. Et oui, c'est exactement ce que je recherchais, la faille. Guerre de l'information, et rappelez-moi ce qu'il se passe en cette période de grande tension avec la Chine et la Russie, hein, rappelez-moi voir. Bon, je crois que maintenant tout le monde a compris, du moins, je ne sais pas comment ça pourrait être plus clair que ça. Donc pour résumer, en dehors d'un CV en béton armé, David Grush est désormais directeur de l'exploitation d'une nouvelle organisation, la Sol Foundation, en collaboration avec Gary Nolan et bien d'autres, qui aident les gouvernements dans la divulgation d'informations sur les extraterrestres. La société est basée en Alabama et les principaux contacts sont Christopher Mullen, que nous allons bientôt voir en novembre prochain à Paris, et Gary Nolan.
Ce n'est pas formidable, ça? Mais attendez, car il y a une cerise sur notre beau et bon gâteau, les amis. Et moi-même, j'ai été sur le cul quand j'ai eu cette info. Il semblerait qu'une structure scientologue du nom de INIT soit liée à la Soul Foundation, et pire encore, accrochez-vous bien, Luis Elizondo semble connecté à INIT, et quand on sait que d'autres comme Harold Puthoff ont fait partie de la scientologie, ces connexions sont pour moi extrêmement troublantes, à part si on adore Tom Cruise. Bon, ça c'est une private joke, hein. Et peu à peu, on peut assembler, je dirais même peut-être terminer, un puzzle qui comporterait au moins 5000 pièces. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Passons maintenant à la partie croustillante de ce podcast. Alors du coup, allons encore plus loin et penchons-nous sur ce crash qu'a cité David Grusch, car au fond, c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est de savoir si ce crash de 1933 est oui ou non crédible, puisqu'il a choisi d'en parler. C'est un certain Roberto Pinotti, ufologue italien, qui va découvrir ce cas dans les années 90. Dans une interview livrée au Daily Mail et relayée par le magazine Popular Mechanics, le chercheur italien partage des documents prouvant selon lui qu'après le crash, un département secret aurait été créé par Mussolini en personne, avec pour mission d'étudier l'engin mystérieux. Roberto Pinotti ajoute qu'il planche sur le sujet depuis 1996, date à laquelle les premiers documents attestant de l'incident lui auraient été remis. David Grusch évoque donc la récupération en 1944 par les États-Unis d'un ovni qui se serait écrasé en Lombardie non loin de Milan en 1933. Ajoutant qu'il y en aurait eu de nombreux autres depuis. Donc, on parle bien de crash censé provenir d'une intelligence supérieure non humaine, hein, c'est bien ça. Volontaire ou non, ça on n'en sait absolument rien. Revenons à notre ufologue italien Roberto Pinotti, qui va dire au Daily Mail que c'est une source anonyme qui a envoyé les documents. Encore une fois, sans la moindre preuve, affirmant les avoir hérités d'un membre de sa famille qui aurait travaillé dans le département de recherche fondé sur les ordres de Mussolini, le cabinet RS-33, RS pour recherche spéciale. Que contiennent ces fameux documents ? Dans 2 télégrammes en italien seraient détaillés les ordres de Benito Mussolini concernant le crash. Le premier exige le silence absolu à propos d'un supposé atterrissage sur le sol national d'un objet volant d'origine inconnue. L'autre menace d'arrestation immédiate les journalistes qui oseraient évoquer le sujet, ajoutant qu'ils s'exposeraient à des peines maximales. Après l'écrasement, l'engin aurait été caché dans un hangar à Verghiate. Et maintenant, ok, faisons le jeu de la divulgation. Si Grusch dit la vérité et rien que la vérité, on devrait donc accepter ce crash de 1933, sans parler de la récupération de matériel non humain par l'armée américaine. Dans cette histoire de crash plus que douteux, il y a une autre info concernant des corps de 2 grands blonds qui auraient été retrouvés, et j'ai d'ailleurs demandé plus de précisions à Woody qui participe régulièrement à mes émissions. Et voilà ce qu'il m'a écrit. C'est donc Christopher Sharp qui a sorti l'affaire du crash en Italie en 2020 aux USA, et c'est Greenwald de The Black Vault qui dit avoir évoqué le cas en 2000 au symposium UFO de San Marin avec Alfredo Lissoni. Les membres du cabinet d'études de l'épave VNC, Vili Voli No Convenzionale, excusez-moi de l'accent italien, seraient le docteur Costanti, Cavazzani, professeur Severi, professeur Bottazzi, professeur Giordano, professeur Crocco. L'agence RS-33, dirigée par Marconi et supervisée par l'OVRA, l'OVRA et l'Agenzia Stefani, les polices secrètes fascistes. Les mémoires du maire de Arona dans les années 30 parlent pour la première fois de 2 corps blonds récupérés lors de l'incident de Magenta, ville située à 40 minutes de Milan. Pinotti et Lissoni du CUN, alors c'est le CUN, je pense que c'est l'association ufologique italienne, ont commencé leur enquête en 1996.
plus tard rejoint par Guy Diardi. Leonard Springfield aurait retrouvé la trace des corps sur la base de White-Patterson, Ohio, 2 corps en très mauvais état venus d'Italie. Et lire UFO Crash Retrieval Statue Reports 3 1982. Témoignage de Brophy. Ces corps venaient de Lombardie où un mystérieux engin s'était écrasé. Pris d'abord pour des Allemands, les autopsies révélèrent un système lymphatique plus développé que chez l'humain et un système sanguin annexe atrophié. Springfield était membre du CUFOS de Heineck, du MUFON et du NICAP. NICAP, cette association qui aura compté parmi ses membres un certain Jacques Vallée au passage, ça c'est moi qui le rajoute. Donc posez la question à Jacques Vallée pour en savoir plus, pourquoi pas en novembre prochain. Il sait tout en toute logique d'après moi, ça c'est que selon moi. Hein. Ça n'engage que moi, je veux dire. Springfield était aussi rapporteur officiel pour l'US Air Force. Ah, tiens. Autre chose qui provient cette fois du site internet UAP Blog. Tim McKinnon de la chaîne The Debrief a révélé la vérité sur les indices laissés par Luis Elizondo au sujet d'un possible crash d'OVNI antérieur à Roswell. Lors d'un débat sur le site Unidentified Celebrity Review, Tim a dit la chose suivante. « Je sais que les personnes qui ont présenté ces documents à San Marino, ainsi que les Italiens, certains d'entre eux faisaient partie du gouvernement italien, lui ont fourni des documents, donc à Elizondo. Et j'ai vu certains de ces documents et tout ce à quoi ils se rapportent. Je pense que ce n'est pas un cas inconnu. À ma connaissance, ce présumé crash d'OVNI 1933, sous le gouvernement fasciste de Mussolini, donc je sais que cette information a été en quelque sorte partagée récemment. Et donc vous avez ces documents intéressants qui sont officiels, ils discutent de ce type de choses, où vous avez Mussolini qui ordonne que ces choses soient capturées et détenues. Ce qui s'est passé ensuite, c'est comme tout le reste, c'est là que la piste se refroidit. Peut-être qu'Elizondo a l'intention de le révéler. Je viens donc d'annoncer la nouvelle ici même. Plus tôt, Tim McKinnon a également révélé qu'il a été en mesure d'obtenir les documents sur les ovnis de la Russie. Il a dit « La Russie a dit que les ovnis sont réels, qu'ils représentent une technologie d'armement qui change la donne, et qui sont, si nous pouvons l'exploiter, changera toute la scène géopolitique, et même la liste des types de technologies qui pourraient en émerger. » Il ajoute « Donc maintenant, tout d'un coup, vous devez prendre une décision. Maintenant, est-ce que c'est juste de la désinformation? Est-ce qu'ils essaient de déployer des trucs pour nous faire dépenser de l'argent pour regarder ça? Je ne sais pas. Les technologies et les systèmes d'armes qui sont, selon eux, pourraient être développés à partir de cela, c'est effrayant. La dernière chose que je souhaiterais voir, c'est une course mondiale à l'armement à cause de cela. Donc en résumé, on a un Tim McKinnon qui doute, et pour cause. Au vu du contexte actuel dans le monde entre les États-Unis, la Chine et la Russie, on doit évidemment faire le lien avec les déclarations de Grush. Voilà en gros sur quoi repose ce crash cité par Grush, sans, je le rappelle encore une fois, la moindre preuve. Que pouvez-vous nous dire sur le crash de Roswell ? À cette question, David Grush dit qu'il n'a pas eu l'autorisation d'en parler pour le moment. Arrêtons-nous sur cette réponse clé de l'interview et essayons ensemble de raisonner en toute logique. S'il n'a pas eu l'autorisation d'en parler pour le moment, il a en revanche eu l'autorisation de parler de récupération d'engins non humains, de corps d'aliens, et de son crash de 1933 en Italie, déjà sorti depuis un bon moment dans la littérature ufologique malgré la crédibilité de la source étant anonyme. Donc nous sommes bien d'accord que ce n'est pas un lanceur d'alerte qui opère en son propre nom. Il lui faut encore des autorisations. Mais alors, comme il donne ce qui a été autorisé au plus haut niveau et qu'il récite mot pour mot ce qu'on lui a autorisé de dire, pourquoi devrions-nous avoir confiance en des agences de renseignement qui considèrent le phénomène OVNI comme une question de sécurité nationale ?
En pleine guerre en Ukraine et avec les tensions que l'on connaît en mer de Chine? Je pense qu'il serait très judicieux de faire courir la rumeur, fondée ou non, que l'on a du matériel qui pourrait exterminer toutes les armées hostiles aux USA en moins de 2. Moi perso, je n'ai rien contre cette stratégie et je serai toujours du côté des USA, mais je pense que de faire espérer bon nombre d'ufologues dans le monde que l'on va avoir la grande divulgation n'est pas correct. Pour ma part, c'est soit on balance officiellement avec des preuves, ou soit on la ferme. Mais on ne fait pas un vulgaire remake de Bob Lazar avec le pompon à attraper pendant encore des décennies histoire d'actualiser la désinformation en cours depuis plus de 70 ans. Et sans surprise, le lanceur d'alerte autorisé nous dit une fois de plus, on nous fait bien comprendre que le phénomène est possiblement hostile. Quiconque connaissant bien le phénomène OVNI sait que ce n'est pas vrai, et qu'il s'agit d'incidents comme dans l'affaire de Colares. Mais l'inverse est vrai, ce sont bien les humains qui sont hostiles envers les ovnis, en particulier les armées de ce monde qui ont essayé de tirer dessus à plusieurs reprises. Et oui, mais je vous rassure, ça fait chou blanc à chaque fois, hein. Donc imaginez un engin humain se cracher, ça reviendrait à dire que ces êtres seraient au même niveau que nous. Or, leur technologie nous démontre clairement le contraire depuis plus de 70 ans. Autre élément qui me fait penser que Grush est encore un excellent agent des renseignements pour la cause de la défense US, c'est la question de la sécurité nationale. Je m'explique, le programme de la recherche OVNI, connu également sous le terme de Black Program et Black Project, dans lequel certains cas sensibles comme Roswell sont classés et protégés par la justification de sécurité nationale selon la Constitution des États-Unis, est reconnu dans les plus hautes cours de justice. Autrement dit, quand il s'agit de sécurité nationale aux USA, vous ne pourrez jamais prouver que l'on a eu tort de vous tenir à l'écart de ces informations sensibles. C'est ce que je disais plus haut, d'ailleurs. Plus clairement, s'il s'agit de sujets attenant à la sécurité nationale, ces droits à l'information n'ont aucune valeur. Voilà pourquoi, en plus de cette information, que je pense qu'il n'y aura pas, pour le moment, tant que la Constitution sera en place, la divulgation que tout le monde souhaite actuellement. En revanche, il peut y avoir le jeu de la désinformation, mais dans quel but alors au fond? Pourquoi il ferait ça? Ou plus précisément, pourquoi il continuerait à le faire? Puisque ça date pas d'hier, en utilisant un véritable agent des renseignements comme étant le héros pour le peuple, mais qui ne va apporter aucune preuve, et surtout, qui ne va pas parler des cas les plus sensibles, vous me suivez? Je m'étonne également que Jacques Vallée, qui a été très proche de Robert Bigelow, rien que pour le Skinwalker Ranch, ex-propriétaire, ne soit pas au courant d'une analyse biologique de restes extraterrestres provenant de crashs comme Roswell, étant toujours dans les petits secrets de la crème des chercheurs US, et bien sûr pourquoi il n'a jamais véritablement communiqué sur ce crash, à la place de ce canular de Trinity. S'il savait tout cela, pourquoi ces personnages que sont David Grush, Jacques Vallée, Corbel ne veulent-ils pas nous parler concrètement de cas comme Roswell dans lesquels nous disposons, et là pour de bon, de preuves incontestables de vie extraterrestre? Et puis bon, heureusement, je ne suis pas le seul à penser de cette manière, car en plein été est sortie une interview de Jean-Claude Bourré, l'ex-présentateur du 20h du journal télévisé de TF1 dans les années 70-80, pour ceux qui étaient trop jeunes à l'époque. D'ailleurs, moi je suis né en 80, donc j'étais bien jeune aussi à l'époque. Sur la chaîne YouTube Panda One HD, et qui nous fait clairement comprendre que nous devons nous amuser des révélations ou autres divulgations UAP actuelles venant des USA, y compris et surtout de David Grush, que les crash ovnis ne sont pas possibles. Tout comme Eric Zurker dans ma dernière interview, qui a dit la même chose d'ailleurs, que selon lui, d'après lui, les crash ovnis ne sont pas possibles, ou du moins ne sont pas logiques, ne sont pas cohérents. Autre exemple qui vont dans le sens de la désinformation. Andrew Follett de la National Review qui dit « Il s'agit probablement d'une autre opération psychologique du gouvernement ».
Nous l'avons déjà vu, depuis plus d'une semaine, de nombreuses personnes, y compris des personnalités de la droite politique, ont monté en épingle la prétendue révélation par un initié de la communauté du renseignement d'un programme gouvernemental secret visant à récupérer des vaisseaux spatiaux extraterrestres écrasés, une affirmation qui présente une similitude inquiétante avec de précédentes campagnes de désinformation bien documentées menées par le gouvernement pour discréditer des personnes problématiques. Un citoyen américain du nom de Charles Minskoff s'interroge sur les réseaux sociaux. Il dit, je cite, « Les services de renseignement sont-ils à l'origine d'une vaste campagne de désinformation visant à dissimuler la vérité sur les pans et à garder le contrôle de ce phénomène énigmatique ? Les empreintes digitales des agences de renseignement sont présentes sur certaines des rencontres les plus célèbres avec les UAP, comme l'incident de Roswell et l'affaire de la forêt de Redelsheim. On peut donc soupçonner ces agences de diffuser délibérément de fausses informations afin de créer la confusion et de contrôler le récit autour des UAP, tout en étudiant activement le phénomène UAP et en gardant le public dans l'ignorance. Une théorie convaincante de cette croisade de désinformation est que les agences de renseignement protègent les technologies militaires avancées dans l'attention du public et des adversaires potentiels. L'élaboration d'un écran de fumée sur les observations et les rencontres d'UAP permet de camoufler efficacement leurs projets de pointe. D'autres pensent que les UAP sont utilisés dans les cadres d'opérations psychologiques visant à susciter la peur et l'incertitude afin de rendre le public plus vulnérable à la manipulation. En perpétuant l'énigme des UAP, les services de renseignement peuvent entretenir un climat d'anxiété et d'intrigue. Alors que l'existence des UAP devient de plus en plus indéniable, restons vigilants et sceptiques quant aux informations que nous recevons. Les services de renseignement ont tout intérêt à contrôler le récit et il est essentiel d'envisager la possibilité d'une campagne de désinformation méticuleuse, orchestrée, façonnée en grande partie, qui façonne en grande partie notre connaissance des UAP. C'est en faisant preuve d'esprit critique et en examinant avec diligence toutes les preuves disponibles que nous pourrons découvrir la vérité de ces mystérieux phénomènes aériens. Et donc, suite à ces déclarations de ce citoyen américain, certains d'entre vous me diront que c'est trop gros et que ce genre d'opération serait impossible, ce à quoi je vous répondrai en prenant l'exemple d'un article du magazine Rolling Stone datant du 23 février 2011, qui rapportait que le lieutenant-général William Caldwell, un général 3 étoiles chargé de la formation des troupes afghanes, avait commandé des opérations d'information pour cibler les délégations du Congrès dans le cadre d'une campagne visant à manipuler les perceptions et opinions des sénateurs et représentants américains via des opérations psychologiques ou, si vous préférez, de désinformation. Est-ce que depuis le problème a été réglé d'après vous ? Si vous pensez que oui, c'est encore une fois ignorer ce qui tient le plus à cœur les États-Unis d'Amérique, à savoir la sacro-sainte sécurité nationale. Ne parlons même pas du dossier médical qui a fuité et qui est un piège à con pour justement faire adhérer à ce que raconte Grush, histoire d'aller encore plus dans son sens. Donc pour moi, cela fait clairement partie de l'opération. Des taupes au sein du Congrès ? Bien sûr, je pense de plus en plus qu'il serait possible que des personnes puissent éventuellement faire partie de l'opération de com', comme par exemple, tenez, Tim Burchett, ce républicain qui cire déjà les pompes de Trump pour son grand retour et qui s'est fait remarquer à la fin des années 90 pour son idée de donner, alors écoutez bien ça, donner la viande d'animaux écrasés sur les routes de sa circonscription aux familles pauvres et dans le besoin, ou encore ses nombreuses casseroles de fraude fiscale ou dissimulation d'argent suivies d'une enquête du FBI. On pourrait également parler de la très jolie républicaine et sexy activiste. Oui, ça aide pour activer. Anna Paulina Luna, petite fille d'un grand-père qui a été, figurez-vous, dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale.
ex-spécialiste de la gestion des aérodromes dans l'US Air Force, les copains de Grush, de 2009 à 2014, puis serveuse des cocktails, deux cocktails au Red Rose Gentleman Club, un club de striptease à Fort Walton Beach, en Floride, sans oublier ses photos hot pour le magazine Maxim en 2014, où elle va gagner en popularité en tant qu'influeuse Instagram. Son mari qui bosse pour l'US Air Force, tiens, encore les amis de Grush. Notons également qu'en juin 2021, Luna obtient une injonction temporaire contre son principal adversaire, William Braddock, après qu'un ami de Braddock ait menacé de la faire taire et même de la faire disparaître, et affirmé qu'il avait également accès à une équipe de tueurs ukrainiens et russes. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Braddock abandonne la course à l'élection après que le juge ait accordé l'injonction temporaire. Une autre candidate républicaine menace en privé de la faire assassiner par un commando, encore une. Wow, mais c'est qu'elle dérange la Miss Maxime, là. Franchement. Ou bien c'est ce qu'elle a voulu faire croire pour arriver à ses fins. Entendez par là que la désinformation, ça la connaît, la Miss. Tenez un autre élément qui va dans ce sens. Au cours de sa première campagne au Congrès, en 2020, Luna demande une injonction d'éloignement contre son oncle après avoir remis en question sa biographie sur les réseaux sociaux. Ah, mais on dirait que certaines personnes de sa propre famille veulent nous faire comprendre qu'elle est une possible mythomane qui invente des choses, n'est-ce pas ? Comme de se faire menacer de mort, par exemple. Bon, allez, un dernier truc pour le fun, car elle est vraiment incroyable, cette Miss Luna, je vous le dis, moi. En 2019, Luna raconte avoir subi un traumatisme persistant après avoir subi une invasion de domicile par son propriétaire à 4h du matin, alors qu'elle était stationnée à la base aérienne de Weizmann. Si mon ami Jérémy n'avait pas été là pour me protéger, j'en suis presque sûr, je ne serais pas ici devant vous en ce moment. Bien évidemment, la colocataire de Luna déclare ne pas se souvenir d'un tel incident. Ah, tiens, bon. Peut-être parce que tout ça est dans sa tête, ça. Le fait de toujours se sentir menacé, en danger, tout ça, non ? Vous croyez pas ? Et je vous passe son enfance supposément difficile, avec un père toxicomane, sa grand-mère qui est morte du sida à cause de sa consommation d'héroïne, alors que le cousin de Luna raconte la chose suivante. C'est toute la famille qui l'a élevée. Mon père faisait partie de sa vie quand elle était plus jeune et nous l'avons dorlotée. Elle faisait toujours partie de tout, de toutes ses réunions et activités familiales. Et sa tante de rajouter, elle avait tout, ce dont elle avait besoin, de plus encore. Et non seulement la mère de Luna a subvenu à ses besoins, mais le grand-père de Luna aussi l'a fait. Bon, vous l'avez compris, je crois que là on tient la sœur jumelle de notre ami mythomane républicain pro-Trump, George Santos. En février 2023, elle est l'un des nombreux membres du Congrès vus portant des épinglettes de fusil AR-15. Vous savez, l'arme qui fait des massacres de masse aux USA, y compris sur les enfants. Inutile de rajouter que elle aussi a été largement soutenue par Trump pour la Floride. Eh oui. C'est ce genre d'infos qu'on ne va pas trop vous raconter dans le milieu ufologique pour préserver une certaine image de haute crédibilité en se cachant derrière la fonction de sénateur. Bien que pour devenir sénateur aux États-Unis, vous pouvez avoir les mêmes casseroles que ces deux-là et faire de vous des personnes importantes. C'est l'Amérique, que voulez-vous ? Et si pour vous le fait d'être membre du Congrès américain est gage de haute crédibilité, je vous rappellerai le couronnement du gourou de la secte Moon en 2004 au Capitole, rien que ça, sous prétexte de récompenser la paix dans le monde. Et accrochez-vous bien, encore une fois de plus, eh oui, il faut encore s'accrocher. L'un des fils du fondateur de cette secte, qui était ultra puissante aux USA au point d'avoir leurs médias The Washington Times, eh bien ce fils a créé sa propre secte nommée les Pasteurs du Sceptre de Fer,
et ont pour modèle un passage du livre de l'Apocalypse, et cet élément fait référence à un fusil, la R15, donc oui, le même AR-15 cité plus haut avec Miss America Luna, qui emportait des épinglettes au sein du Congrès, mesdames et messieurs. Je dis ça, je ne dis rien. Et je ne fais que constater. Y a-t-il un rapport? Je ne sais pas, mais au moment de l'écriture de ce podcast, je suis tombé sur un documentaire Netflix à propos des gourous avec ce passage-là. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard. C'est donc une piste à creuser, surtout que le fils de Moon a de bonnes relations avec le fils de Trump. Donc bon... On peut penser que c'est complotiste, mais vérifiez par vous-même, ce sont des faits que je ne fais que relater. On parle de l'inspecteur des renseignements l'ayant accompagné au Congrès, qui est son avocat. Inutile. Est-ce que l'on doit parler des millionnaires comme Robert Bigelow qui soutiennent Grush alors que dans un échange de mails, il pensait que l'autopsie de Roswell était authentique? Se reporter au podcast sur l'autopsie de Roswell que j'ai sorti avec Robert, mon traducteur, pour tenter de faire comprendre comment fonctionne la désinformation des agences. Beaucoup d'ailleurs qui n'ont pas compris ma position quant à cette fausse autopsie, ce grand classique que je connais depuis mes 15 ans. Bref, vous l'avez compris, toute cette mascarade sonne faux pour moi. Donc pour résumer, on aurait d'un côté un mouton noir, Grush, qui a pour mission de rajouter, plus c'est gros mieux ça passe d'ailleurs, avec quelques complices au sein du Congrès histoire de semer le doute, d'en rajouter, ce qui est plutôt le cas, on voit bien que tout le monde en ce moment, ou presque, tout le monde ou presque, se demande si tout ça est bien sérieux. Et puis de l'autre, des pilotes de la Navy qui, eux, racontent simplement ce qu'ils ont vu, le phénomène ovni classique, si je puis dire, mais qui devient très dérangeant quand la source qui vous raconte cela provient de la marine US. Bref, pour moi, c'est bien ce que l'on appelle communément de la désinformation, c'est-à-dire de véritables informations mélangées à de fausses informations dans le but de toujours laisser un doute, voire de lasser le public à ne pas trop demander les véritables cas protégés par, je vous le donne en mille, la sécurité nationale de ce pays. Et s'il vous plaît, ne me parlez même pas du Blue Beam dans les commentaires. Je ne veux rien savoir de ce délire de conspipi, comme dirait Jean Cazot, que j'apprécie beaucoup pour son franc-parler. Ah, et au fait... On revient là-dessus, on en parlait tout à l'heure, je vous ai parlé de la scientologie tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ça vient faire là, franchement, certains d'entre vous se posent la question. Eh bien, si on creuse, et d'après le blog UAP et autres UFO, à propos de la fondation dont Grush est directeur actuellement, la Sol Foundation, dont j'ai parlé plus haut avec Gary Nolan, et qui en est le directeur d'ailleurs, qui aide les gouvernements et les entreprises à rédiger des documents d'orientation afin de permettre la divulgation d'informations sur les extraterrestres. Selon Bizzapedia, la société est basée en Alabama et les principaux contacts sont Christopher Nolan, Saul Mercado et Gary Nolan. Nous savons également qu'ils ont tous deux participé à la rédaction de l'amendement de Chuck Schumer qui a été adopté par le Parlement il y a quelques semaines. Évidemment, le hasard appelant le hasard, l'adresse de l'agence enregistrée de Saul, donc cette organisation, la fondation Saul, est Init. Radiance Technologies est l'employeur de Travis Tyler, un entrepreneur de la défense qui essaie de se lancer dans des projets liés à l'UAP, en l'embauchant, et Init est manifestement une structure liée à la scientologie. Eh oui. Luis Elizondo semble connecté à Init, comme je le disais plus haut. D'après le rédacteur de UAP et autres UFO, l'analyse serait en cours. Mais imaginez un seul instant si on arrivait à prouver les connexions entre Elizondo, Eric Davis, Al Puthoff, qui était cadre supérieur de la scientologie au niveau OT7, et donc Grush. Imaginez un seul instant cette bombe. Bon... Je vous le concède, tout ça reste encore assez flou, c'est vrai, et un peu exagéré pour le moment, donc attendons d'en savoir un peu plus.
Et si on va encore plus loin, d'après Woody qui me disait, accessoirement, Travis Tyler est de mèche avec les producteurs de reportages sur la couillonnade du Skinwalker Ranch. Taylor, ce référent scientifique de la UAP Task Force. Donc le lien est fait déjà entre, si j'ai bien compris, je cite, la couillonnade du Skinwalker Ranch et Travis Tyler de l'UAP Task Force. Pour conclure, tout le monde arrive à avaler que Grush a eu le droit de faire une interview tranquillou-bilou malgré le CV que j'ai lu plus haut, alors qu'il était tenu au plus haut secret des États-Unis d'Amérique. Croire que cet homme aurait reçu des menaces, alors que dans la logique, il n'aurait même pas pu en dire un seul mot pour une raison de sécurité nationale dans un pays qui ne rigole absolument pas avec ça, vraiment, vous y croyez ? Pire encore, cet agent aurait même donc été demandé l'autorisation à ses supérieurs au Pentagone pour annoncer qu'il allait témoigner et aurait eu le feu vert comme ça, à condition de dire ce qu'il aurait le droit de dire, donc à savoir un crash alien avec des humides grands blonds hein, pour grossir un peu les traits, impliquant le pape et la récupération de technologies non humaines. Rien que ça, quoi, hein, franchement, ça passe crème. Ils sont très sympas au Pentagone, vous ne trouvez pas ? C'est tellement gros que c'est passé au final, et les personnes à l'origine de cette opération le savaient très bien. Tout le monde ou presque accepte, bien qu'avec un petit doute, cette anomalie surtout venant de la première puissance mondiale qui tient à sa sécurité nationale comme à la prunelle de ses yeux. Grush est-il crédible en tant qu'agent officier des renseignements ? Sans le moindre doute, et il fait très bien son job. Pour ce qui est de ses déclarations au Congrès, ça fait partie du job de désinformer dans l'intérêt des États-Unis. Donc avec, je le pense, quelques vérités, peut-être que les USA détiendraient des corps biologiques non humains, pourquoi pas, voire du matériel, même si ça me paraît quand même très exagéré, plus, et avec, donc, mélangé à un gros mensonge, le crash de 1933. Sa fondation seule, une couverture qui va servir à balader tout le monde avec des livres blancs, à savoir de l'information qui va être mélangée à de la science-fiction, histoire de perdre tout le monde en cours de route. L'opération de désinformation va tranquillement suivre son cours, avec de nouvelles grosses révélations à venir pendant que tous les cas les plus sensibles passeront à la trappe, au grand regret du peuple qui se rendra compte un jour, mais bien trop tard, que la balade a été trop longue, peuple dont je fais partie, qui ne fait que chercher à vouloir comprendre une bonne fois pour toutes ce à quoi nous avons affaire. Mais le savent-ils eux-mêmes, ces agences de renseignement ? C'est la grande question. Est-ce qu'ils savent ? Et d'ailleurs, tenez, il y a déjà une nouvelle information, ou devrais-je dire, histoire du même genre que le crash de 1933, avec cette fois un ovni en forme d'œuf, qui aurait été gardé dans la zone 51 de Bob Lazar, et qui va automatiquement rappeler la forme d'œuf du cas Valençol ou encore de Socorro pour le côté informatif. Donc d'un point de vue des faits, hein, si on se positionne d'un point de vue des faits. Vous avez compris, pour mélanger tout ça à la vieille sauce de Bob Lazar et son délire de la zone 51, c'est donc la continuité de ce qui va se faire de pire en ufologie. Voilà. Oui, attendez-vous à ce genre de cas complètement délirant. Par contre, le cas a déjà été démystifié au fait, hein, avec une histoire de patch, mais là je vous laisse faire vos propres recherches, ou au pire je mettrai un petit lien dans la description pour ceux qui veulent. Cette affaire, pour moi, se résume en 2 mots. Vision tunnel, on se focalise sur un seul sujet et on oublie tout le reste autour, comme par exemple, et encore une fois, Roswell, affaire ultra sensible pour laquelle David Grush ne souhaite pas et ne peut pas en parler, même en tant que lanceur d'alerte et soi-disant menacé. Après ça, vous regarderez David Grush et vous vous direz que cette divulgation est inexistante malgré l'agitation. Merci de m'avoir écouté, et si vous avez apprécié ce podcast, abonnez-vous ou laissez un petit pouce.
Et tenez, dites-moi voir ce que vous pensez justement de cette divulgation, dites-le moi dans les commentaires. Et ça m'intéresse beaucoup, et encore merci beaucoup pour votre soutien, et à bientôt.